Bonjour à tous, il est économiste de formation, a commencé sa carrière à la Caisse nationale d'assurance maladie avant de prendre des responsabilités au sein du syndicat Force ouvrière, dont il est le secrétaire général depuis plus de 10 ans. Bonjour Jean-Claude Mailly. Martine Aubry a effectué hier un retour retentissant avec son interview au journal du dimanche. Elle appelle à une réorientation de la politique économique, un discours qui ne peut que vous séduire. C'est un côté rafraîchissant, oui. Ça montre en tous les cas qu'il n'y a pas qu'une seule politique économique possible. Nous aussi, nous demandons depuis longtemps une réorientation de la politique économique, tant au niveau européen qu'au niveau national. Donc, même si on ne partage pas obligatoirement tout ce qui est dit, il y a quand même un côté rafraîchissant. Et par exemple, je prends un point qu'elle souligne, c'est de cibler mieux les aides aux entreprises. Et ça, c'est quelque chose que nous demandons, par exemple, depuis longtemps. Et pareil, quand elle balaye d'une certaine manière le travail le dimanche ou la question des seuils. Donc, oui. Sur les aides mieux ciblées, ce qu'elle dit, c'est qu'il convient de faire le tri entre ce qui a été annoncé et de cibler les aides spécifiquement sur les entreprises les plus exposées à la concurrence internationale. Oui. Selon elle, en ciblant de cette façon, ça permet de dégager, sur les 40 milliards d'allègement de charges, de dégager 20 milliards pour un plan de soutien à la croissance. C'est un scénario qui vous satisfait? Aujourd'hui, la logique gouvernementale aujourd'hui, c'est 41 milliards d'aides aux entreprises sous des formes diverses, le CICE, indifférentes, des aides de caractère général. Quand vous faites des aides de caractère général, vous ne pouvez pas les conditionner. Vous ne pouvez pas exiger en contrepartie ou de l'emploi ou autre chose. Et ça, je rappelle que ces 41 milliards vont de pair avec les 50 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques et sociales qui, elles, ont un effet récessif. Donc, il n'y a pas qu'un problème d'offre. Il y a un problème de demande aussi dans notre pays. Et comment on peut susciter la demande? Effectivement, en réduisant les 41 milliards, en les ciblant mieux, et puis en faisant à la fois de l'investissement public. Si on prend les collectivités territoriales, c'est 75% de l'investissement public. Et là où je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle explique, c'est qu'elle est sur une fusion CSG impôt sur le revenu, que nous disons, pour soutenir la consommation, c'est du côté des salaires qu'il faut. Oui, elle appelle à une grande réforme fiscale. Fiscale, on est demandeur aussi. Mais en revanche, vous n'êtes pas favorable à la fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG. Je reviens sur le plan de soutien évoqué par Martine Aubry. Ce qui surprend à la lecture de son interview, c'est qu'elle ressort de vieilles mesures, les emplois aidés, les contrats d'avenir. On se dit à la lecture de cet article, est-ce qu'il est interdit d'imaginer de nouvelles pistes pour lutter contre le chômage de masse? Non, il n'est pas interdit d'imaginer de nouvelles pistes, mais bon, moi, quand on dit de quelqu'un qu'on n'est pas d'accord, il dit ou ils sont ringards, ou ils sont conservateurs. Vous savez, à chaque fois que les syndicats proposent quelque chose, on dit souvent ça. Je ne dis pas qu'elle est ringards. Non, je dis juste qu'elle... Mais d'autres le disent, Mais on peut très bien imaginer d'autres pistes. Mais enfin, tout le monde sait très bien. Et là-dessus, il y a au moins un consensus des économistes, et c'est quand même assez rare, qu'il faut au moins 1,5 ou 1,6% de croissance si l'on veut effectivement diminuer le chômage. Or, on en est loin aujourd'hui. Donc, comment retrouver des marges de croissance? Ça n'est pas qu'un problème d'offre, qui plus est un problème d'offre qui serait lié, selon le gouvernement et le patronat, essentiellement un problème de coût du travail. C'est ces questions de recherche, d'innovation, de ciblage des aides. C'est comme quand il y a un conflit militaire, où on arrose avec un tapis de bombe, où on cible. C'est pareil, d'une certaine manière. Il faut cibler mieux les aides aux entreprises, les conditionner à de l'investissement, les conditionner à de la recherche, comme le crédit d'impôt recherche. Ce sont des pistes plus efficaces que d'arroser largement avec beaucoup de trous dans le système. Alors, autre passage remarqué de l'interview de Martine Aubry, elle dit « On ne réforme pas l'assurance chômage lorsqu'il y a tant de gens au chômage ». Vous êtes d'accord avec elle? Oui, bien entendu, on ne remet pas en cause, quand réformer en tous les cas, si la réforme, ça consiste à diminuer la durée d'indemnisation ou à diminuer les prestations. Ça, c'est une erreur. Je rappelle qu'il y a 5 millions de chômeurs. Alors, il y a un déficit de l'UNEDIC qui est dû à deux choses, à l'augmentation du chômage, d'une part, et d'autre part, les deux choses sont liées d'ailleurs à une raréfaction des recettes. En même temps, si ça repart, et ce qu'on peut souhaiter à un moment donné, si la croissance repart, le déficit diminue très rapidement. Il est très flexible, la situation financière de l'UNEDIC. Alors, on ne cible pas et on ne stigmatise pas les chômeurs, c'est indécent d'une certaine manière, en disant il faut réduire la durée ou diminuer les prestations. Alors, j'aimerais en venir aux allocations familiales. Le gouvernement, la semaine dernière, a décidé de briser un tabou en modulant à l'avenir les allocations familiales en fonction des revenus. Est-ce qu'il a eu raison de prendre cette Non, mesure? il a tort. Alors, l'objectif, c'est quoi d'ailleurs? L'objectif, c'est pas de faire plus d'égalité. L'objectif, c'est de faire 700 millions d'économies en année pleine. C'est ça l'objectif. Alors après, ils essayent d'habiller d'une manière ou d'une autre. Je rappelle que les allocations familiales, c'est pas un outil de redistribution. C'est un outil démographique d'une certaine manière, d'aide à la naissance, d'aide aux enfants, etc. L'outil de redistribution, c'est la fiscalité, c'est autre chose. Et moi, ma crainte, c'est qu'à partir du moment où on commence
à moduler selon les revenus, que demain ce ne soit plus seulement les allocations familiales, mais l'assurance maladie. Il y a déjà des pistes contournées. On pousse la logique jusqu'au bout. Et le jour où, par exemple, on créerait un forfait dans le domaine de la santé, fonction des revenus, ou qu'on rembourserait moins bien les plus aisés, ils se diront à un moment donné, mais à quoi ça sert la sécurité sociale? Moi, je préfère aller m'assurer dans le privé. Donc, il y a un vrai risque de dérive du système. Vous avez le sentiment que le gouvernement, aujourd'hui, travaille à des pistes de ce type? Je ne dis pas que le gouvernement travaille actuellement, mais l'idée a déjà germé. Ça fait plusieurs années qu'elle germe, et ça pourrait très bien être repris. Donc, il faut conserver le caractère d'universalité. L'universalité, c'est pas de moduler, l'universalité, c'est tout le monde pareil. C'est ça, la logique des allocations familiales. Et quand on veut redistribuer, c'est sur la fiscalité qu'il faut travailler. Alors, Jean-Claude Mailly, vous avez sorti il y a quelques jours un livre qui s'appelle « Il faut sauver le service public ». Dans ce livre, vous dressez un état des lieux assez cauchemardesque des services publics dans notre pays, et ce, dans tous les domaines. Oui. Vous dites que tout se délite à vitesse grand V. La situation est vraiment aussi grave que vous le dites ? Ah oui, tout à fait. Ça fait 7 ans qu'on alerte les pouvoirs publics sur arrêter de raisonner uniquement avec des règles budgétaires et comptables. Posez-vous la question, et on veut bien discuter avec vous là-dessus, quel est le rôle, quelles sont les missions des services publics, ce qui n'a jamais été fait depuis 7 ans, quelle que soit la majorité. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est prendre 250 exemples dans tous les domaines du service public, montrer quelles sont les conséquences pour les usagers. C'est ça que nous avons voulu faire. Alors ça touche le domaine de la santé avec les hôpitaux publics. Moi, je visite pas mal d'hôpitaux publics en ce moment, partout il y a des problèmes de moyens, de fonctionnement, de tension sur les effectifs, etc. Les services de sécurité, enfin tout le spectre des services publics est menacé. Et c'est le problème des missions. Et à partir du moment où vous avez certaines villes, on a pris un exemple, on aurait pu en prendre d'autres, la ville de Joigny, dans Lyon, par exemple, qui, fermeture de régiment, fermeture de services publics, qui est classée ou considérée aujourd'hui comme une ville pauvre. Mais ça risque d'être demain le cas sur Châlons-Champagne. Voilà, donc la valeur républicaine d'égalité, c'est une valeur républicaine d'égalité de droit. Il faut assurer un minimum d'égalité sur l'ensemble du territoire. Et si on remet en cause les services publics, ça n'existera plus. Alors simplement, ce qu'on se dit à la lecture de votre livre, vous condamnez en bloc, en gros, tout ce qui a été entrepris ces dernières années pour tenter de moderniser le service public, de le rendre plus efficace. Et le sentiment qui ressort, c'est qu'il est interdit de réformer le service public. Le réformer, ça veut forcément dire l'appauvrir, le dénaturer à vos yeux? Non, pas du tout. On est prêt à une réforme, mais c'est ce qu'on a toujours expliqué. Pour savoir quelle réforme on doit faire, il faut se poser la question du rôle et des missions. À quoi ça sert le service public? Qu'est-ce que ça doit couvrir? Si on ne se pose pas cette question, là c'est un sujet tabou pour les gouvernants. Si on ne se pose pas cette question, alors on coupe à l'aveugle. Et quand on coupe à l'aveugle, on a des services qui disparaissent, des villes qui s'appauvrissent, et des conséquences qui sont économiques, sociales et parfois démocratiques. Donc la bonne question qu'il faut se poser, c'est quoi le rôle? Ce sont quoi les missions du service public? Ça devait être fait, par exemple, à la demande du gouvernement, par le commissariat à la stratégie et la prospective. Ça a été demandé l'été 2013, lors de la conférence sociale 2013. On est plus d'1 an après, ça n'a toujours pas été fait. Et rien n'a été enclenché de ce Rien n'a été enclenché. Là, je change de sujet, Jean-Claude Mailly. La CGT a fortement critiqué le remplacement d'Henri Proglio à la tête d'EDF. Elle est également opposée au schéma de succession qui se dessine chez GDF-Suez. Comment avez-vous perçu cette séquence? Est-ce que le départ d'Henri Proglio vous choque? Écoutez, il n'a pas démérité, faut être honnête. En tant que président d'EDF, il n'a pas démérité dans la fonction qu'il a menée pendant plusieurs années à la tête d'EDF. Après, qui doit diriger EDF? C'est de la responsabilité du gouvernement. Nous n'avons pas à soutenir tel ou tel candidat en particulier. Mais c'est vrai que tout le monde se posait les questions, qu'est-ce qui va rester, il ne va pas rester. C'est un peu compliqué ce genre de choses. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly, à bientôt.